Salam alaikum, bonjour à tous et paix sur vous tous. Alors Hassan, pour entrer dans le vif du sujet directement, quel est ton parcours en politique? Et après, on va interrompre à chaque fois les différentes étapes de ton parcours en politique. Voilà, donc encore une fois, merci à vous. Mon parcours politique, d'abord, je suis un enfant de Molenbeek depuis... j'ai grandi en Flandre et je suis arrivé en 1980. Ça fait maintenant, je pense, 45 ans. C'est pas mal d'années. Je pense que c'est 45 ans si je me trompe. C'est ça, exactement. À Molenbeek, j'ai commencé... ce qui m'a poussé à faire de la politique, c'est d'abord la voie sportive et associative. Je ne cache pas que nous avons, dans notre génération, énormément souffert de discrimination, malheureusement. Énormément souffert de la discrimination. On sentait qu'on était différent. Ça devait être quelque chose de positif d'être différent. C'est comme un bouquet de fleurs. Il y a plusieurs couleurs, comme un panier de fruits. Il y a plusieurs fruits différents et tous ces fruits-là sont bons. Nous, malheureusement, notre différence, on ne faisait miroiter que c'était du négatif. Et ce qui m'a poussé, c'est d'abord faire du sport. J'ai fait énormément de sport dans pas mal de domaines. Même étant jeune, j'avais créé avec des amis un petit club non officieux de foot et on organisait des petits tournois entre nous, etc. Il n'y avait pas autant de structures qu'aujourd'hui, les amis. Donc les jeunes aujourd'hui, franchement, je leur dis, profitez de ce que nos ancêtres, nous-mêmes, nous avons aussi un peu contribué de ce que vous avez en infrastructure, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc, ce qui m'a poussé à faire de la politique, c'est ça. C'est d'abord dans l'associatif. Nous avons créé des associations d'une manière officielle pour amener certains jeunes qui malheureusement, ils ont dévié. Mais la majorité des jeunes font bien. La majorité des jeunes ont étudié. La majorité des jeunes ont aujourd'hui construit des familles, ont des entreprises, contribuent à ce beau pays. Et donc, à travers l'associatif, nous voulions donner pas une autre image, mais la vraie image, la vraie image des Molenbeekois, surtout plus particulièrement d'origine marocaine et maghrébine et étrangère de manière générale. Est-ce que à ton époque, quand tu étais dans le milieu associatif, est-ce que l'image de la communauté marocaine qui vivait à Molenbeek était déjà ternie, noircie, telle qu'elle est aujourd'hui ou pas? Mais malheureusement, nous avons hérité de ce que la communauté italienne a subi. Donc moi, j'ai atterri en 1980 dans le quartier des Italiens, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'était la rue de Courtrai. C'est la première vague d'immigrés qui arrive à Molenbeek. C'est la toute première vague d'émigrés, c'est les Italiens. Les Italiens ont toujours été montrés du doigt, c'est eux qui nous prennent nos boulots, ils sont différents, ils sont bronzés, ils parlent notre langue, ils ont d'autres attitudes, d'autres cultures, etc. Pourtant, eux, ils sont judéo-chrétiens, ils sont européens. Et ils ont aussi connu énormément de difficultés, de discrimination, de racisme. Et donc, ils étaient montrés du doigt. Et puis, à un moment donné, donc 10 ans plus tard, donc eux, c'était les années 50, la communauté marocaine vient dans les années 60, donc 10 ans plus tard. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il fallait un autre bouc émissaire. Et c'est les Italiens ont pu s'échapper de ce bouc émissaire. Et c'est malheureusement la communauté marocaine qui a malgré elle repris ce fardeau. Et depuis... À savoir qu'entre les deux immigrations, il y a eu la fermeture d'un certain nombre d'entreprises sur Molenbeek. Donc il y a une grosse crise, beaucoup de fermetures de grosses entreprises qui faisaient travailler ces immigrés italiens. Et donc il a fallu réinventer l'économie locale. Et c'est comme ça que les Marocains sont arrivés. Oui, de toute façon, beaucoup le savent aujourd'hui, mais les communautés étrangères qui sont belles aujourd'hui, elles ont été invitées. Il y avait une demande. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire. Et ce n'est pas en 10 ans, ce n'est pas en 20 ans que l'Europe s'est construite, et donc il fallait de la main-d'œuvre. Les guerres, qu'est-ce qu'elles font? Donc, malheureusement, dans les guerres, il y a beaucoup d'hommes qui meurent, donc ça c'est de un. Et donc, la main-d'œuvre, la natalité ne pouvait pas faire face à l'équilibre des pays européens, ça c'est de un. De deux, à un moment donné, même dans les années 80, les Belges, de souche entre guillemets, ne voulaient pas faire entre guillemets le sale boulot. Donc, voilà, ils voulaient plus de confort. Et donc, voilà, on a été chercher la main-d'œuvre étrangère. D'abord,
d'abord italienne et puis espagnole. Et puis ce n'est pas suffisant. Nous allons outre-mer. Ils ont été en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne. Pour les accords avec la Turquie également. Les accords avec la Turquie, avec la Grèce de l'époque, l'Espagne, pour faire face à ce sale boulot. Notre communauté et les autres communautés ont non seulement contribué, ils ont construit et co-construit notre pays, mais malgré tout, nous souffrons encore aujourd'hui de la discrimination et du racisme. Et alors, donc, une fois ce parcours associatif, donc tu dis, voilà, on crée un club de football officieux, on se rassemble, etc. Tu te rends compte... J'avais 15 ans à ce moment-là, j'avais 14-15 ans. Quand je suis vers 18-19 ans, nous avons créé une association officielle, nous connaissions plus ou moins les rouages, ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Nous avons organisé une association d'abord de fête, et puis nous avons pris pignon sur rue, adresse, etc. Cette association, en tout cas son dérivé, existe encore aujourd'hui. Je peux en parler, c'est Averroès, qui est Averroès Culture, Musique et Averroès Cycling, avec comme premier club historique de cyclisme sur Molenbeek. Ah oui, d'accord, oui, Averroès Cycling, mais oui, tu as fait des vidéos d'ailleurs à ce sujet, si je dis pas de bêtises, tout récemment sur ta chaîne YouTube. Oui, absolument. Moi, depuis 2019, vous voyez que je suis encore nostalgique pour l'ancienne génération. Voilà, quand je dis 45 ans sur Molenbeek, c'est vrai que ça va très vite. Et Averroès Cycling existe depuis 2019, hein, donc ça fait près de 6 ans maintenant. Et c'était pionnier, en tout cas historique sur Molenbeek en tant que club de cyclisme. 2019, ça correspond à peu près à une certaine époque où tu étais relativement connu en politique. Donc, tu me disais en off que tu avais intégré Spirit autrefois comme parti politique. Donc, ton engagement politique, il se base sur quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la politique? Ben voilà, en 2006, disons que en 2006, je vais faire mes premiers pas, je dirais, d'une manière officielle en politique. Mais disons que c'est par, je dirais par, comment dire, pas coïncidence, mais disons que parfois par engagement, par rencontre, etc. Moi, je suis assez ami, presque famille avec Fouad Haïdar, que je cite aujourd'hui, qui est un ami, bien que nous sommes dans deux mouvements politiques différents. Lui, Jetois et toi, Molenbeekois. Voilà, lui, Jetois éventuellement, Jetois, moi, je suis Molenbeekois, mais nous avons toujours été... en tout cas depuis de longue date amis. Nous avons fait dans le cadre associatif de très très belles choses ensemble. En 1999, lui, il va commencer ses premiers pas dans la politique. J'étais là, je le soutenais, etc. Et puis entre 1999 et 2006, je vais plus m'approcher de la politique, mais plutôt en tant que militant. C'était dans un parti qui n'existe plus aujourd'hui, c'était Spirit, un parti qui était centriste. On nous appelait libéraux de gauche ou une gauche libérale, voilà, au centre. Et puis en 2006, on me demande pourquoi pas de me présenter. Je vais tirer une liste sur Molenbeek. Alors j'étais encore novice, il y a encore un bleu dans je dirais pas dans la politique, parce que j'étais quand même militant, mais comme candidat, j'étais encore un bleu, c'était la toute première fois. Et je vais tirer une petite liste d'une vingtaine de personnes sur Molenbeek, totalement indépendante. On n'était pas en cartel, ni avec la SPA de l'époque, ni avec la liste du la PS, fameuse ACT. Ça c'est après. Ça c'est bien après, c'est vers 2017. Ça c'est bien après, c'est en 2018. Et donc voilà, je ne vais pas être élu, mais on avait quand même fait trembler, je dirais, tous ces mouvements classiques de l'époque. Et puis bon voilà, donc je continue de militer et en 2012, je vais, Spirit n'existant plus, Fouad et moi-même et d'autres de Spirit, en tout cas une grande partie, nous allions à ce moment-là rejoindre le parti SPA dans l'époque, qui va devenir aujourd'hui Voreut. Et nous allons ensemble, avec le PS, en tête M. Philippe Moreau, qui repose en paix, qui Dieu à son âme. Donc je vais être élu en 2012. Et entre 2012 et 2018, je suis conseiller communal dans l'opposition avec le PS et le SPA.
Voilà. Ok, d'accord, ouais. Donc c'est un parcours assez intéressant. Et dans ces premières années d'engagement politique, quel a été ton travail, si tu veux? C'était quoi les thématiques que tu traitais? Moi, j'ai toujours traité les droits humains. Moi, même quand je suis revenu vers le journalisme, qui est mon dada, je me suis toujours considéré comme étant un journaliste engagé pour les droits de l'homme. Et je suis un assoiffé de la liberté d'expression, vestimentaire, etc. Et mon engagement n'a pas changé aujourd'hui. En politique également, c'est toujours cet engagement-là, c'est de défendre et de lutter pour qu'il y ait un droit pour chacun, homme, femme, et que chacun puisse vivre comme il le souhaite, tout en respectant, bien entendu, les limites de la liberté qui sont celles de l'autre. Alors c'est intéressant parce que je vais faire un grand bond en avant pour revenir en arrière. Comme je disais, parfois je vais t'interrompre. Tu parles justement de cette lutte un peu antifasciste, antiraciste. À l'époque, comment est-ce qu'était le contexte? Donc, toi, tu as connu le contexte des années 80. Quand tu t'engages pour la première fois en tant que conseiller communal entre 2012 et 2018, comment est-ce qu'était le contexte à Molenbeek, justement, au niveau du racisme, au niveau de la cohabitation entre les différentes communautés molenbeekoises? Mais il faut dire que, disons que je viens à un moment où, par chance ou malchance, parce que moi j'estime que l'opposition c'est un très très bel exercice, c'est une belle expérience, mais au même temps, donc il y avait je dirais un règne entre guillemets politique de presque 20 ans d'un mouvement ou d'un parti de gauche socialiste qui était, je dirais, en gestion à Molenbeek. Et quand, en 2012, quand nous arrivons, malheureusement, M. Philippe Moreau, donc nous perdons le majorat et c'est le MR avec le CDH de l'époque, qui à sa tête c'était Ahmed Al-Kanous, qu'aujourd'hui on se retrouve dans une même coalition. Mais ça c'est un peu la politique. Et pour ma part, c'était un très très bel exercice, mais c'était, j'avoue que c'était assez compliqué dans le sens où, donc le MR c'est un parti de droite et sur le plan, je dirais, diversité, ce n'est pas leur fort. Ouais. Alors c'est intéressant parce que je regarde en même temps que nous parlons toi et moi, je regarde les commentaires des personnes qui nous suivent en direct. Donc juste après l'interview qu'on fait moi et Hassan, vous aurez l'opportunité de l'interpeller, de lui poser vos questions, soit en les commentant, soit tout simplement en participant avec nous. On vous écoutera et vous aurez l'opportunité de lui poser une question chacun cette fois-ci. Et soyez concis et clairs dans vos questions. S'ils sont 1 million, on restera là pendant une semaine. Alors, vous avez des sandwichs. On aura tout ce qu'il faut si nécessaire. De l'eau gelée. Et donc Hassan, la raison pour laquelle je te parle de 2012 à 2018, d'ailleurs excuse-moi de te tutoyer, je suis plus à l'aise avec ça. Je peux aussi vous tutoyer, on peut se tutoyer sans Allons-y, problème. je te tutoierai. Alors entre 2012 et 2017, il y a une période qui est connue par tous les Belges et par tous les Européens, c'est l'époque Daesh. Daesh à Molenbeek qui ternit l'image des Molenbeekois. Et donc à partir de ce moment-là, on commence à parler de Molenbeek, notamment dans les médias français. Et il y a un homme politique français aujourd'hui, qui autrefois était un journaliste, polémiste, éditorialiste, qui dit que faut bombarder Molenbeek. C'est ce fameux Éric Zemmour. Tu as porté plainte contre lui et suite à ça, en fait, le parquet a décidé de classer l'affaire sans suite parce qu'elle revêtait de la liberté d'expression. À cette époque-là, toi qui es dans l'opposition, qui est témoin de la montée de Daesh, donc on connaît tous le Molenbeekois le plus connu de l'époque, Salah Abdeslam, qui est en prison, t'es confronté à ce fameux discours d'Éric Zemmour et de cette affaire qui est classée sans suite par le parquet. Comment est-ce que tu vois la situation politique après ? Mais disons que je peux dire que c'était une... d'ailleurs, tu es bien renseigné, tu as été faire quand même des recherches. Moi, j'avais probablement que je n'aurais pas pensé à parler quand même de ce, pour ma part, de cette action qui n'était pas symbolique pour ma part. J'ai vraiment fait une action, je pense, assez courageuse, c'est de porter plainte contre Éric Zemmour de l'époque, qui est devenu un homme politique aujourd'hui. C'était une époque très, très difficile pour nous.
très difficile pour Molenbeek, très difficile pour nos jeunes. J'ai vécu, je parle de moi, j'ai vécu une pression terrible de 2015, donc depuis le novembre 2015, et puis il y a eu l'attentat 2016. Enfin voilà, donc pendant 2-3 ans, nous avons vraiment souffert autant que Molenbeekois. Personnellement, je pratiquais aussi du journalisme en intermittence et je voyageais de temps en temps. Et je t'assure que c'était horrible d'être accueilli dans des frontières des pays où quand ils voyaient Molenbeek, je t'assure, enfin je dis vous, je t'assure que je les voyais vraiment bien relire l'endroit d'où je venais et c'était pas du tout agréable. C'était pas agréable. Je me rappellerai d'un atterrissage soulageant, terriblement soulageant, c'est que après plusieurs mois, après l'attentat 2015, donc quelques mois plus tard, je vais décider de partir une semaine au Maroc. Et j'atterris à Tanger. Et je t'assure, c'est là où je vais vraiment sentir cette pression partir, parce que là, je suis quand même dans mon pays d'origine. Et là, les Marocains savent, parce que bon, il y a une relation directe, un lien direct avec les Marocains de Belgique. Ils savent, ils connaissent la vérité. Et ce n'est pas de la manière dont j'aurais été accueilli en Angleterre ou en France, par exemple. Ou en France, oui, qui sont nos voisins. Et là, j'étais vraiment soulagé. On dit, ouf. Là, il n'y a pas cette pression, il n'y a pas ces journalistes, parce que bon, il y avait, les journalistes avaient pris, je dirais, un pignon sur rue sur la place communale pendant une année. Et moi, j'habitais justement la place communale. Pour l'anecdote, mon appartement, c'était au numéro 30 et Abdeslam, c'était numéro 31. Et c'était l'un à côté de l'autre. Donc, si je toquais, je frappais sur le mur, et j'aurais pu juste tout simplement dire, est-ce que vous êtes là? Façon de parler. Alors, maintenant, tu parles de ça, je suis obligé de faire mon journaliste. Quelle était ta relation avec la famille Abdeslam? Mais la relation, au fait, de respect. Moi, en tout cas, Abdeslam, je ne l'ai jamais croisé, en tout cas parce que il n'était plus chez ses parents, mais une relation, je dirais, de voisinage normal. Si on se croise, on se dit bonjour, point. C'est vrai que moi je me déplaçais beaucoup, je voyageais à l'époque beaucoup, c'est vrai. Mais je peux, comme pour l'anecdote, j'étais parmi les premiers à avoir pris les premières paroles de son frère Mohamed. D'ailleurs, c'est sur YouTube. On voit un micro, le seul micro qui est totalement différent de tous les autres, qui est tout fin, tout mince. C'est le mien. Mais c'était oui, cet avantage de proximité, mais ça reste, je dirais, un événement terrible pour la commune, terrible pour sa famille, également terrible pour tout le monde. Alors, on parle de période terrible. Après 2018, arrive une affaire te concernant à Molenbeek. La police vient vérifier ton adresse. Ils viennent par 4 fois. Ils émettent un avis négatif comme quoi tu n'es pas domicilié à Molenbeek. Tu as introduit un recours. Finalement, tu gagnes. Tu habites bien Molenbeek. La police est juste venue à des moments où tu n'étais pas présent. Dans tes explications, tu diras que tu es au Maroc en déplacement, que tu es parti à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça t'a fait, cette expérience avec justement la police molenbeekoise? Ça, c'est malheureusement... Waouh, c'est intéressant. Franchement, c'est bien. Tu me rappelles tous ces événements qui sont négatifs, mais en même temps, on en sort des choses positives. Ce qui franchement vraiment fâché à l'époque, c'est que je me fasse radier par la majorité. Je suis conseiller communal tout de même. Il y a tout de même un respect, il devrait y avoir un respect entre les conseillers communaux. Nous sommes 45, il y a la majorité, il y a l'opposition. Et normalement, ce qu'il devrait y avoir, c'est on peut y avoir un différend politique, mais ne pas attaquer l'homme ou attaquer la personne. Et ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai subi, c'est l'attaque, c'est vouloir déstabiliser coûte que coûte l'opposition. Et là, franchement, ça m'a rappelé les dictatures. Ça m'a vraiment rappelé les dictatures, mais à l'époque, c'était la droite avec CDH qui était à la manœuvre. Et radier un conseiller communal sur du faux, finalement, parce que tout était faux,
il fallait franchement le faire. C'était vraiment de la dictature. Et il fallait que je me batte. J'ai pris un avocat, j'ai porté plainte au niveau du Parlement parce que c'est la tutelle et c'est eux qui vont prendre la dernière décision. Et bien sûr, il a été prouvé par A plus B que j'étais bien à l'adresse. Et le comble et que je pardonne à cette inspectrice de police, je lui pardonne. Le comble, c'est qu'elle est venue. Elle m'a trouvé, je suis descendu, même l'aider parce qu'elle avait un souci, c'était un jeudi, pendant le marché du jeudi, où il y avait un souci, j'ai entendu du bruit. Je descends de chez moi parce que je suis sur la place communale, je descends en peignoir et je la vois, cette personne, en altercation avec quelques personnes. J'ai dû les séparer, je me suis même intervenu, on dit, bah, écoutez, les gars, on parle un peu en arabe, ça peut parfois souvent aider. J'ai séparé et cette inspectrice de police et ces citoyens. Et puis je lui dis, écoutez, vous voyez, j'habite bien à l'adresse. Et malgré ça, quelques semaines plus tard, ils vont me radier. Et là, franchement, je ne l'ai pas... franchement, vous me rappelez maintenant cet événement qui m'a vraiment fait mal, parce que si j'étais absent de longue durée, c'était 40 jours, c'était parce que mon père était décédé. Je suis vraiment très touché maintenant, parce que c'était à l'époque, venir me radier alors que je ne suis pas là, parce que j'étais enterré mon père, c'était franchement... franchement, comment je pourrais dire, c'est pas seulement malhonnête, mais ouais, je ne trouve même pas le mot. Comment est-ce possible non seulement de radier un conseiller communal, on ne le radie pas un conseiller communal. On essaie de l'appeler, on est collègues. On est dans l'opposition. Moi, j'étais dans l'opposition et vous êtes dans la majorité, mais nous sommes des collègues. Nous sommes élus pour le peuple. Moi, je viens avec une idée que probablement ça ne te plaît pas, mais c'est de la politique. Toi, tu as une idée, peut-être que ça ne me plaît pas, je vais défendre mon idée, tu vas défendre ton idée, je vais défendre ma position, tu défends tes positions, tu as ton cheval de bataille, moi j'ai le mien. Mais de là à taper l'homme et attaquer l'homme, essayer de déstabiliser un parti politique ou, je dirais, une coalition à travers l'être humain, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Bah, disons que c'est un petit peu la tendance qui existe sur Molenbeek à chaque fois à cette époque-là, parce qu'on s'en prend tout le temps, toi, à cette période-là. On a sorti, bon, je vais pas revenir sur toutes les casseroles. On m'a sorti, vous savez, en 2013, je pense, ils ont même écrit toute une tartine avec un journaliste je ne vais même pas citer le journal parce qu'on ne veut pas faire de la publicité, un pseudo-journaliste qui a été même renvoyé ou licencié parce que je dis aussi porter plainte, je dis aussi prendre un avocat et il a été mis dehors. Il est venu se faire passer pour la police, il est rentré chez des locataires, nos locataires, mes frères et moi, dans un bâtiment sur Molenbeek. Il a pris des photos d'une canette de Coca-Cola qui était sur un ascenseur. Il en a fait tout un montage. Et puis, il a sorti tout un gros titre, genre un élu exploite la misère du monde ou la misère humaine. Mais c'est dingue. Donc, au fait, ce gars-là, il a été poussé par, je vais avoir des informations plus tard, que par quelques élus de la majorité pour essayer de nous déstabiliser. Et c'est pas ça, faire de la politique. Faire de la politique, c'est pour ça que moi je peux défier n'importe qui. Vous avez quasi tout sur moi, et un élu ou un homme politique ne peut rien cacher. Donc tout est sur et personnellement, je ne cache rien. Je mets ma caméra, personnellement, et je dénonce ou je dis sur moi ce qu'il y a. Et moi, je trouve qu'un homme politique ou une femme politique doit être engagé pour les gens, mais pas vouloir coûte que coûte se profiler sur le dos des autres. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Ou tu as quelque chose dans le ventre, ou tu n'as rien. Et ce que j'ai trouvé dommage dans ton parcours politique à Molenbeek, c'est que, comme je le disais, donc je voulais pas revenir sur le détail. Bon, tu as parlé de l'histoire de ce fameux article, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on s'en est toujours pris à toi, on t'a taxé de tout et n'importe quoi, et au final, ils ont toujours eu tort. Donc la réalité du terrain, ce que tu as apporté au terrain, a été beaucoup plus intéressant. C'est comme ça, par exemple, qu'on t'a même accusé d'être raciste à l'égard des Roms. Et à la fin, il y a eu tout un démenti. Non seulement, je m'excuse. Oh là, magnifique, franchement, bravo. Parce que là, tu me sors. Bravo, parce que. Écoute, c'est une très très belle anecdote. C'est une très très belle histoire. D'ailleurs, l'histoire des Roms, les Roms, c'est devenu au fait ma famille. Et je suis leur famille. Nous sommes une seule famille sur en tout cas le tronçon boulevard Léopold de Rieubourg. Et au fait, à l'époque, il y avait un échevin du Open VLD qui avait
tenu des propos racistes contre les Roms. Et moi, j'ai intervenu pendant justement cette séance du conseil communal, et ils l'ont interprété autrement. Alors moi, bien entendu, j'ai même porté plainte contre ce monsieur. Ouais, à un moment donné, je faisais vraiment l'aller-retour vers les avocats et vers la police, parce que c'est comme si j'étais vraiment l'homme à battre. Pourquoi? Parce que ce que j'ai ce que j'ai là, eh ben, je l'ai aussi sur ma langue. Je vais dire exactement ce que je pense, et je vais dénoncer, je vais tout simplement mettre en lumière ce qui ne va pas, on va essayer de trouver une solution, mais je n'ai jamais attaqué l'homme, jamais. Et on n'aime pas ce style-là. Oui, ok, je suis un homme politique qui est droit dans mes bottes, je n'ai pas de cadavres dans les placards, et je dis exactement ce que je pense. Et ça on n'aime pas ça. On n'aime pas les gens qui sont francs. Maintenant, ça continue encore aujourd'hui, on va toujours encore essayer de le faire. Et cette anecdote des Roms, c'est que tout simplement, donc il avait fait une remarque comme quoi, bon voilà, les Roms se mettent, ils sont dangereux, ils se mettent à 30-40 sur le boulevard Léopold II, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi je suis venu avec une interpellation en disant, d'ailleurs elle est toujours là cette interpellation, on peut toujours aller la chercher sur le net, où je disais, bon voilà, les Roms c'est une communauté comme une autre. Ils ont leur style, ils ont leur culture, ils ont leur façon de faire. Et si ces gens-là avaient d'autres choix que d'être à 40 sur le boulevard Léopold II ou ailleurs, eh bien, ils l'auraient fait. Ils n'ont pas d'endroit pour se réunir. Et grâce à ça, ils ont pu avoir un local qui est encore d'actualité aujourd'hui sur le boulevard Léopold II. Et pour l'anecdote, moi j'ai été les voir un jour et je leur ai dit, écoutez, pourquoi vous êtes là parfois à 30, à 40, à 50, mais mettez-vous dans un café et discutez. Il dit, ah non, mais le problème c'est que voilà, on a peur d'être refusé dans les cafés. Je lui dis, venez avec moi. Je les ai amenés à Averroès, donc boulevard Léopold de 95, vous êtes les bienvenus, à sa séance culturelle et sportive. Je lui ai dit, écoutez, cet établissement, il est à vous. Et depuis, ils sont là, même encore aujourd'hui, donc depuis 2015, je pense, ou 2014, donc 10 ans plus tard, mais ils sont toujours à Averroès, malgré qu'ils ont leur propre local. Je leur dis, écoutez, vous avez le local et tout. Il me dit, Hassan, le local, maintenant, on l'a laissé pour nos jeunes, il n'y a pas de souci. Mais Averroès, c'est à nous. Bah, c'est intéressant. La raison pour laquelle je reviens sur cet événement, c'est que la communauté Rome, en fait, elle est méconnue à Molenbeek. Il y a deux, trois communautés en fait que j'ai découvert. Moi, j'ai travaillé dans une association qui s'appelle Foyer à Molenbeek, au quartier maritime. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait 3 communautés qui s'organisaient sur Molenbeek, dont on parlait trop peu. La communauté pakistanaise, notamment avec le cricket, c'est à chaque fois, c'est très caricatural hein, ce que je vais dire comme activité qui pratique, mais donc la communauté pakistanaise avec le cricket, la communauté chinoise avec le ping-pong et la communauté rome à travers différentes activités culturelles, culturelles surtout, et Foyer organise ces activités. Et étant donné qu'Averroès accueille ces gens-là, est-ce que tu as beaucoup travaillé avec Foyer pour l'accueil de ces différentes communautés qui étaient molenbeekoises? Le Foyer, j'ai grandi aussi au Foyer. Le Foyer est très très ancien. Moi, j'ai grandi au Foyer, rue des Ateliers. Quand j'étais enfant, on allait jouer au ping-pong, il y avait des sorties, etc. Avec Bachir, que je salue encore aujourd'hui. Voilà, c'est le président, M. Leman, et bon, toutes ces personnes-là. Donc j'ai grandi un peu comme toi, mais bon, moi c'est l'ancienne génération. Je ne connais pas la relation que le Foyer, je ne sais pas si le Foyer il accentue ses activités avec la communauté rome, mais ce que je peux moi te dire dire à nos followers par rapport à la communauté rome, j'ai découvert moi déjà à l'époque une communauté extraordinaire. J'aimerais encore citer leur président et je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement, c'est Monsieur Tony qui est le président de la communauté rome. Donc eux ils ont c'est une communauté qui est vraiment bien organisée, donc il y a énormément de respect dans cette communauté, il y a des codes de respect, les jeunes ils ont un respect énorme envers les aînés, et j'aime beaucoup justement cet aspect-là. Et chez eux, lorsqu'il y a un souci à l'intérieur de la communauté, c'est entre eux qu'ils vont essayer de l'organiser. Et je le vois encore aujourd'hui, parfois j'arrive un matin, on se met prendre un petit café ou un petit déj à Averroès, et je les vois presque une quarantaine ou une cinquantaine entre eux, ils sont là à l'aise, tranquilles, dans un respect je dirais de discussion extraordinaire, où ils vont tout simplement démêler et dénouer les problèmes qu'ils ont dans la communauté. Donc c'est ça que moi je retiens de cette communauté, ils sont soudés,
dans des problèmes, ils sont aussi soudés lorsque ça va bien. Et quand ça va pas, ben, ils vont s'asseoir, ils vont discuter. Ils vont parfois, quand je dirais le problème est beaucoup plus crucial et qu'ils doivent être à 200, ben, ils vont dans ce cas-là louer une salle pour qu'ils se retrouvent tous, hommes et femmes, pour trouver des solutions. Mais c'est intéressant que tu dis ça, que justement la communauté s'organise et vient et discute et se rassemble. Aujourd'hui, tu fais partie donc de la majorité à Molenbeek, donc tu es conseiller communal, président du conseil communal à Molenbeek, notamment sous la liste, donc, initialement tu étais candidat sur la liste PS Forat, et tu étais candidat indépendant, aujourd'hui tu me disais que tu es membre du PS, et donc j'ai une petite question pour toi. À Molenbeek, la bourgmestre de la commune est absente depuis un moment pour cause de maladie. Comment s'organise le conseil communal en son absence? Ou est-elle déjà revenue? D'accord. Alors, merci pour la question. Je vais d'abord terminer pour les Roms, ce qui est aujourd'hui, je les remercie et moi j'essaie de faire mon possible. J'ai toujours joué le rôle parce que au début c'était quand même pas facile parce qu'il faut, ce qui est important pour revenir un peu au vivre ensemble, c'est ça qui est vraiment essentiel, je pense, pour chaque endroit, chaque commune, chaque pays. Moi, parlant de Molenbeek, le vivre ensemble est essentiel. Nous avons plus de 180 nationalités différentes à Molenbeek et notre force à nous, c'est cette diversité. Mais la diversité n'est pas aussi simple que ça là pour pouvoir vivre ensemble. Il y a des communautés, chacun vient de quelque part, chacun il a sa religion, sa langue, sa culture, sa façon de faire, etc. Et donc c'était pas évident. Et personnellement, je suis vraiment aujourd'hui, franchement très très heureux d'avoir pu rapprocher. C'est personnellement moi-même qui était spontanément vers la communauté rome. Ils étaient en rue et je leur ai parlé et je leur ai proposé de venir dans notre association. Je l'ai fait de manière spontanée parce que moi j'aime bien les gens, j'aime bien aller vers les gens, j'aime bien. Je suis curieux et s'il y a des problèmes, j'essaie de trouver une solution. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas un Molenbeekois qui dira pas que tu n'es pas parti à son contact. Voilà. Quand on regarde les commentaires ici, tout le monde dit voilà, on connaît Hassan est venu à notre contact, etc. C'est gentil. En tout cas, mes parents. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Mon père me disait tout le temps Hassan, le meilleur homme, c'est celui qui est au service des autres. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et donc, j'ai ma façon, parfois ne peut pas plaire, mais je suis comme ça. Je resterai toujours comme ça. Je serai toujours au service des gens, que je sois en politique, que lorsque j'étais dans le journalisme ou dans l'associatif, ce sera toujours le cas. Hassan restera Hassan. Il y a parfois, la fonction peut changer, mais ma manière de faire, ma manière de dire restera toujours la même. Et donc, la communauté rome et les communautés de Molenbeek aujourd'hui, parce que le rome, pour qu'ils puissent, entre guillemets, être acceptés parmi les autres communautés, c'était pas facile. Et alhamdoulilah, je peux dire que j'ai joué un rôle parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un de la communauté rome, il a un souci, ou que lorsque une autre communauté, il a un souci avec quelqu'un de la communauté rome, et qu'ils veulent trouver une solution, parfois il y a même eu des grosses bagarres, on va appeler Hassan. Non, on va appeler monsieur Hassan, c'est lui qui va trouver la solution. Alors je dis, on m'appelait, écoutez, calmez-vous les gars, je rassemblais ces deux communautés, on s'asseyait, je dis, écoutez, venez tous les deux à l'association, nous avons un bureau à l'écart, je me mettais avec les deux parties, j'écoutais les deux et on crevait l'abcès. Et je suis très heureux aujourd'hui. C'est la médiation sociale. Aujourd'hui, je suis vraiment très très heureux que ces différentes communautés vivent en paix à Molenbeek. Et alors, pour revenir sur Molenbeek, et toujours cette personnalité la plus importante dans une commune, c'est le bourgmestre. Catherine Moreau est depuis quelques mois là déjà en maladie. Comment tourne la commune en son absence? Merci pour la question. Tout d'abord, chacun a le droit d'être malade. Parfois on est malade une semaine, parfois 3 jours, parfois un mois, parfois plus. Moi ce que je souhaite un rétablissement rapide pour Madame Catherine Moreau. Elle est malade, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas, quand il y a un capitaine, il y a un capitaine remplaçant, etc. C'est comme moi, je suis président du conseil communal, il y a aussi un président suppléant ou un vice-président quand je ne suis pas là, ou lorsque, peut-être que vous l'aurez remarqué pendant le dernier conseil, ou même tous les autres conseils, qui durent parfois 6 à 8 heures, je ne peux pas, personnellement, moi, me permettre de rester pendant 8 heures assis au même endroit, alors que les conseillers, eux, vous les voyez bouger, aller boire un petit verre, manger un petit bout, etc. Moi, à un moment donné, je suis obligé aussi de pouvoir me reposer, ou pour pouvoir éventuellement me soulager. Je laisse ma place. Il y a un vice-président qui gère donc à sa place. Et aujourd'hui, il y a monsieur Ahmed Djanaï, qui est bourgmestre faisant fonction, qui est le premier échevin, et c'est ça, c'est la règle, c'est comme ça. Lorsque la bourgmestre est absente ou lorsqu'elle est malade, il y a un bourgmestre faisant fonction qui a exactement les mêmes compétences aujourd'hui. Il est bourgmestre faisant fonction jusqu'au jour où elle reviendra. Parce que
Ce qui est particulier depuis son absence, c'est qu'il y a un certain nombre de scandales à chaque fois dans la presse. On connaît l'agression fasciste, raciste et islamophobe des supporters du Cercle de Bruges qui se sont retrouvés dans les rues de Molenbeek et qui ont blessé un commerçant et son fils, donc ils ont envoyé à l'hôpital, qui s'en sont pris à des femmes voilées et d'autres femmes voilées sont venues même leur venir en aide quand ils ont été pris à partie par les jeunes du quartier. Comment se fait-il, pour revenir sur cet événement du 4 mai, comment se fait-il que la finale de la Coupe de Belgique, Anderlecht, Cercle de Bruges, la police ne soit pas présente dans le quartier, notamment quand des supporters du Cercle de Bruges sont déroutés et passent par les rues du quartier maritime, ils se retrouvent en plein milieu du quartier, ils s'en prennent à un commerçant et des concitoyens molenbeekois, parce que je suis moi-même molenbeekois, tout le monde craint pour sa sécurité et le seul moment où on voit la police, c'est quand les jeunes de quartier sont sortis de chez eux. Alors, qui est responsable de tout ça? Est-ce que c'est pas la responsabilité justement des autorités, donc le bourgmestre et le chef de la zone de police, pour coordonner tout ça? Merci pour la question. Nous avons tous été scandalisés et touchés. Oui, c'est le club de Bruges, pardon. C'est pas le Cercle de Bruges. Non, c'est Bruges. C'est le club de Bruges, oui. Ouais, c'est le club de Bruges. Donc nous avons été tous choqués, scandalisés, choqués, dégoûtés par ce qui s'est passé le dimanche 4 mai passé. La personne qui a été blessée, c'est un voisin. Moi, j'habite le quartier. Je suis le quartier maritime. Et je suis non seulement voisin, nous sommes des amis, je suis client du Bricoben, Monsieur Meloud, donc que bien sûr nous avons tous été voir et pour le soutenir et pas que lui. Ce qui s'est passé, d'abord j'ai introduit une interpellation au niveau du conseil de police, sachant que je suis conseiller de police, donc j'ai pu profiter justement de ce mandat, de pouvoir introduire une interpellation avec quasi les mêmes questions que ce que tu viens de poser. C'est d'ailleurs même, je pense que l'interpellation, je l'ai publiée sur Facebook, donc on peut la trouver avec la réponse si elle n'est pas faite, je le ferai après, avec la réponse de notre chef de zone. Il faut savoir que, en tout cas, la réponse qui nous a été donnée, une réponse officielle et qui est aussi, je dirais, confirmée et prouvée, donc ce n'est pas sorti comme ça. Tout d'abord, la responsabilité par rapport à la police, elle se pose sur la police au niveau fédéral. Et donc, quand il y a des événements nationaux de ce genre, c'est la police fédérale qui est normalement responsable, et c'est eux, dès le départ, devaient prendre les initiatives et tout ce qu'il s'ensuit pour encadrer, je dirais, les supporters. Voilà, et parmi ces supporters, il y a malheureusement des hooligans et qui sont racistes, fascistes, xénophobes, et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui s'est passé, par rapport vous verrez la réponse officielle que je mettrai sur ma page, qu'il y a eu une panne sur les réseaux de la STIB, et malheureusement, donc il y a, je pense, une voiture de métro qui a dû s'arrêter d'urgence au niveau du Ezer, donc métro Ezer, et le métro Ezer est à 2 pas, bien entendu, du quartier maritime. Il y avait des possibilités où ils passaient par l'avenue du Port, où ils ont traversé plutôt la rue de l'Intendant pour se retrouver directement sur la rue Van der Stichelen. Le problème est dans je dirais, la communication entre la police fédérale et notre zone. Là, il y a un souci. C'est pas tant la faute de la STIB, parce que là, dans ce que j'entends, excuse-moi de venir au secours de la STIB et de la situation, mais la situation est tellement dramatique qu'à un moment donné, comment se fait-il que cette communication n'ait pas lieu entre la police fédérale et la police locale? Alors que, par exemple, quand on regarde sur Anderlecht, Jurgen de Landsheer, qui est chef de zone de la zone midi, ben lui, il communique tout directement, tout est plus ou moins bien ficelé. Quand on arrive à Molenbeek, rien ne va. Le bourgmestre, je sais pas moi, le bourgmestre normalement, il est dans un centre de commandement, il doit pouvoir superviser le passage dans sa commune. Là, le bourgmestre a failli à sa mission. Non, ça c'est pas juste.
parce que bon, moi je n'étais pas dans le quartier ce jour-là, et un des voisins m'a appelé, donc je pense même 15 minutes, même pas, donc presque pendant les faits, il me téléphone, et j'ai directement appelé le bourgmestre. Personnellement, j'ai directement appelé le bourgmestre, et je lui ai envoyé les détails par SMS, il a directement agi. Donc je suis vraiment désolé, je peux vous le montrer tout à l'heure, si vous voulez, sur mon téléphone. J'ai appelé Monsieur Ahmed Janaï, je pense dans les 15 minutes, et je dirais les choses, l'action a été faite directement après. Maintenant, la police a vraiment, donc Ahmed Janaï a réagi directement. Il m'a aussi expliqué, comme je n'étais pas sur place, il m'a aussi expliqué quel était le problème, et il m'a dit que bon voilà, ça c'est dû à un wagon de métro, et malheureusement nous avons été pris de court. Parce que normalement, le métro continuait jusqu'au Hazel. Ce n'était pas le cas. Mais je pense dans les 15-20 minutes où moi j'ai appelé, il y a eu réaction et la police est arrivée à ce moment-là. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que quand il y a un groupe de supporters comme ça à risque, généralement, quand on prend le métro en tant qu'usager, il y a souvent une escorte de police avec ses supporters. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir des matchs d'Anderlecht dans le stade et de voir que quand j'étais dans la rame de métro, qu'il y avait une escorte de police avec nous. Mais moi, donc, à un moment donné, quand il y a une déroute, quand il y a un souci, il y a quand même une escorte de police, notamment de la police fédérale, parce que c'est elle qui s'occupe des chemins. Moi, je veux dire, malheureusement, il faut dire dire les choses comme elles sont. La police fédérale, on attend encore ici, je dirais, les résultats de toutes ces recherches et ces événements, mais la police fédérale doit nous justifier le pourquoi et de comment. Parce que bon, il y a une responsabilité, quelque part, qui aurait pu empêcher à ce que ces centaines, c'est quand même près de 100 personnes, 100 personnes, 100 hooligans, 100 racistes, fascistes, qui sont retrouvés dans nos quartiers, qui ont tabassé nos aînés. C'est vraiment très grave. Ils ont insulté nos femmes, ils ont craché sur les enfants, sur les femmes. C'est bien sûr intolérable. Bien sûr, ça ne va pas rester là. Personnellement, non seulement j'ai intervenu auprès du conseil de police, secondo, je me suis aussi joint à une plainte au niveau de la justice avec le foyer, justement, par rapport à ça, parce que nous voulons que justice soit faite. Personnellement, j'ai même intervenu dans plusieurs lives où j'ai aussi envoyé des mails aux instances compétentes. Moi, j'estime personnellement que le club de Bruges a une responsabilité par rapport à ça. J'estime que la police fédérale doit aussi s'expliquer comment cela se fait-il, sachant que justement dans le club de Bruges, il y a des hooligans qui sont racistes, malheureusement, et qui avaient ils ne pouvaient pas savoir qu'ils avaient l'intention de venir à Molenbeek, mais en tout cas à partir du moment où ils se sont déplacés à Bruxelles, comme tu dis, il y aurait dû y avoir un encadrement policier, ça c'est sûr. Parce que la situation aujourd'hui, allez, moi j'ai été voir donc le match retour à Anderlecht à nouveau, parce que le premier match a eu lieu au Hazel, donc il y a eu un dernier match, donc Anderlecht-Bruges. Anderlecht a perdu 1-3. J'ai vu le match, j'étais dans les tribunes, et quand j'ai vu l'encadrement sur Anderlecht, j'étais surpris. Il y avait à la fois la police fédérale qui, elle, s'occupe justement de ces grandes manifestations, mais en termes de police locale, il y avait la police partout. Aucun supporter du cercle de Bruges ne pouvait rentrer dans le périmètre du stade et tout était tranquille. Moi, je me suis senti en sécurité. Je me suis jamais senti autant en sécurité que lors du dernier match. Et je me pose la question, Molenbeek, le jour du match, il y a une déroute qui a lieu. Où est la police? Elle n'est pas en surface, parce que la police locale, je peux comprendre qu'elle ne soit pas dans les stations de métro. Ce n'est pas ses compétences, elle est en surface. Comment se fait-il qu'il n'était pas dans les périmètres justement de ces stations de métro, ou au moins du chemin qui pouvait mener vers le stade? Parce que tous les supporters ne viennent pas en transport en commun. Oui, d'accord, mais encore une fois, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une panne de métro, et personne ne s'attendait à ce qu'il y ait dans ce métro-là une centaine de personnes probablement qu'il y ait panne de métro. Maintenant, encore une fois, il faut aller vraiment réfléchir beaucoup plus loin. Probablement que ces 100 hooligans avaient l'intention de venir sur Molenbeek, qu'il y ait panne ou pas panne, probablement. Donc c'est ça la question à se poser encore aujourd'hui, c'est que si ces personnes-là, s'ils sont arrivés sur Molenbeek, c'est parce qu'ils avaient l'intention depuis Bruges de venir sur Molenbeek. C'est ce que moi je déplore, c'est ce que moi je pense en tout cas dans le fond de moi-même. C'est ce qu'on est nombreux à penser aussi. Moi c'est ce que moi je pense. Je pense que qu'il y aurait eu panne de métro ou pas, moi je peux me tromper, mais je pense que ces gens-là avaient l'intention de venir entre guillemets casser de l'arabe ou du musulman depuis Bruges.
C'est ça qui est grave, c'est ça qui est vraiment gravissime. Et c'est la raison pour laquelle je reviendrai, moi, sur un point qui est essentiel, c'est aujourd'hui cette banalisation des actes racistes, c'est cette banalisation des propos racistes, c'est cette banalisation des propos haineux, et pour dire des choses avec facilité, alors que nous savons aujourd'hui, grâce, pour le nommer, paix à son âme, grâce à M. Philippe Moreau, il y a une loi anti-raciste depuis je pense, les années 80. Et cette loi-là doit être appliquée à la lettre aujourd'hui, avec tolérance zéro pour les racistes et les fascistes. Alors ça tombe bien, parce que j'ai envie de rebondir avec toi sur une pétition. 8500 signataires de ta pétition contre les propos de Georges Boucher à l'égard de la communauté marocaine de Belgique. Il crée un amalgame entre le chômage et le CPS, des personnes qui profiteraient selon lui du chômage en ayant un bien immobilier au Maroc. Et donc à un moment donné, il stigmatise la communauté marocaine. Tu lances une pétition, je suis très caricatural dans ce que j'explique, mais les faits sont là. Tu crées une pétition, 8500 signataires, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est la suite justement de cette pétition aujourd'hui ? Moi j'estime, merci de rappeler cette action également, une action qui est portée par 8536 personnes exactement. Je viens de vérifier les dernières signatures, et ce n'est pas, il n'y a pas que Mustapha, Anan qui ont signé. Moi j'aime bien, je suis toujours intéressé de voir un peu quels sont les gens qui ont signé éventuellement. Ben, c'est la communauté belge. Il y a Paul, il y a Jacqueline, il y a Mohamed, il y a Sabrine, et il y a Fatima. Et ça c'est la Belgique, et ça c'est Molenbeek. Et donc ce n'est pas cette pétition qui est lancée, ce n'est pas une pétition symbolique. Moi j'estime que à partir du moment où on a une fonction assez importante, une fonction. Après, Georges Boucher aujourd'hui n'occupe aucune fonction réellement importante. Il est député fédéral, certes, mais il est surtout président du MR. Moi, je suis pas intéressé pour citer les noms. Vous l'avez cité 2 fois, moi je ne vais pas les citer du tout, dans le sens où, à partir du moment où on ne respecte pas les citoyens, moi je ne cite pas la personne. Et là, effectivement, cette personne a une fonction de président d'un parti politique, quand même un parti politique parmi les plus importants de Belgique. Ils sont aujourd'hui à la manœuvre, ils sont au fédéral, c'est le parti qui il le crie haut et fort, nous avons gagné les élections, et eux savent faire faire une campagne électorale et les autres pas. Bref, moi ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que cette personne, ou n'importe qui d'autre, qui a une fonction de président d'un grand parti politique, ou qu'il soit ministre, ou qu'il soit parlementaire, ou qu'il soit conseiller communal, peu importe, mais en tout cas quelqu'un de public, a des responsabilités, pas seulement morales, envers tout le monde. On ne dit pas n'importe quoi et n'importe comment. Il faut savoir qui vous représentez. Même si aujourd'hui, moi je suis élu à Molenbeek, et que les 100 000 Molenbeekois n'ont pas voté pour moi, à partir du moment où je suis un élu de tous les Molenbeekois. Moi, je considère tout, que vous soyez bleu ou rouge, ou que vous soyez de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, peu importe, vous êtes un Molenbeekois, les élections sont terminées, la campagne électorale est terminée, vous venez me voir, je ne connais pas votre tendance, je ne sais pas pour qui vous avez voté, je vous soutiens. Si je vois que vous le méritez, je vous le soutiens. Et c'est comme ça que les élus doivent agir, d'une manière générale. Et moi, j'estime que cette personne, pas seulement, il n'y a pas que lui, il y a aussi le numéro 1 de la NVA, qui à un moment donné, il y a quelques années, il avait dit sur Anvers, comme quoi la communauté marocaine n'avait aucune plus-value en Belgique. Franchement, c'est malhonnête envers lui-même, de tenir ce genre de propos, sachant que nos parents et nos ancêtres, ils sont venus libérer la Belgique. Pas seulement la construire, ils sont venus libérer la Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et même avant, même pendant la Première Guerre mondiale. On trouve encore des tombes partout, des Abdallah et des Abdelkader qui sont morts pour l'Europe et qui sont morts pour la Belgique. Pour dire ça, franchement, il faut non seulement être totalement inconscient, mais vraiment totalement inconscient. Il faut être irrespectueux envers soi, d'abord. Parce que vous savez, être honnête, c'est pas envers l'autre qu'il faut être honnête. Dans la vie, et Shakespeare l'a dit, Shakespeare a toujours dit, c'est pour ça que j'aime beaucoup parfois la philosophie, surtout celle de Shakespeare, où il dit que les choix que nous faisons gouvernent toute notre vie. Un choix que vous faites, un jour vous avez décidé de voler quelque chose, vous l'avez volé.
Ben malheureusement, c'est écrit. Boum, c'est cacheté pour toute votre vie. Malheureusement, si on vous a vu voler, ceux qui vous envient vont toujours vous traiter de voleur. Tout le temps. Et donc, les choix que nous faisons gouvernent toute notre vie. Ils gouvernent. Et donc, il faut être honnête avec soi-même avant tout. Alors, à partir du moment où vous êtes un élu, et vous représentez des gens, peu importe lesquels, vous devez respecter toute la Belgique et tous les citoyens, les concitoyens. Et je trouve que c'est vraiment gravissime des propos pareils, de dire que la communauté marocaine, donc en disant, il a dit le Maroc, il n'a pas dit la communauté, mais il dit, oui, comme par exemple les gens qui ont des biens au Maroc. Ouais. Et ça, c'est très subtil, mais c'est vachement vache, c'est stigmatisant, et c'est à la limite raciste. C'est vraiment frôler avec le racisme parce qu'il en a marre. J'ai 58 ans, vous savez, aujourd'hui. 58 ans. Toute ma vie, ici à Bruxelles, j'ai dû faire face à des choses genre, écoute, qu'est-ce que tu t'as pas dans ton pays, tu te crois sur un... j'étais toujours à vélo quand j'étais petit, je viens de la Flandre, à vélo, bon, je suis un adolescent de 13-14 ans, et il m'arrivait éventuellement de ne pas respecter un feu, un signal, où ça peut arriver, je suis un adolescent, et puis il y a un policier de loi, une policière qui va me dire, hey, tu te crois sur un chameau? J'avais jamais vu un chameau de ma vie, moi. Hein. Et voilà, pour vous dire que c'est gravissime, un politique ou une politique doit savoir quelles sont ses responsabilités. Nous sommes ici, engagés pour créer des ponts, pour construire des ponts entre notre population. Et si aujourd'hui nous avons des personnes comme le président du MR ou comme le président aujourd'hui qui est maintenant le premier ministre de ce pays, qui vont sortir avec des propos quasi racistes, xénophobes et stigmatisants, c'est qu'ils créent des tensions entre communautés, et c'est ça malheureusement les résultats de ce que nous avons vécu le 4 mai passé. Et alors, en parlant de ces deux personnages, on est obligé de parler de l'actualité internationale, et c'est pour ça que je porte aussi un kéfi en soutien à la cause palestinienne. Pour moi, il y a une cause qui est importante en ce moment et qui fait appel à notre humanité à toutes et tous. Tu en parlais en début de podcast, tu disais que voilà, je suis un humaniste, toutes les causes humanistes m'intéressent. C'est la question palestinienne. Aujourd'hui, la plupart des pays du monde demandent la reconnaissance ou demandent au moins la reconnaissance de l'État palestinien ou deux pays qui vivraient côte à côte, la Palestine et Israël. Aujourd'hui, est-ce qu'à Molenbeek, vous avez déposé une motion justement qui visait à sanctionner l'État d'Israël ou à prendre des positions à l'égard d'Israël? Merci pour cette question. Nous sommes tous palestiniens. Nous l'avons toujours été. Si nous sommes des êtres humains, nous le sommes tous. Et nous sommes tous les victimes du monde. Vous pouvez aller voir, moi je parle de mes actions. Il y a eu le tremblement de terre à Haïti. J'étais parmi les premiers, je n'ai pas été à Haïti, mais j'étais parmi les premiers à, en tout cas, récolter des fonds pour la Croix-Rouge. Il y a eu le tremblement de terre d'El Hussein en 2004. La même chose, il y a eu le tremblement de terre au Maroc. Dernièrement, j'étais même sur place. Et il y a eu la Rwanda. Nous avons également œuvré, récolté des fonds. Et il y a le Congo. Il y a eu récemment encore des activités. Nous essayons à notre niveau, d'une manière personnelle ou même dans un engagement politique, essayer d'être le plus proche possible et d'apporter une pierre à l'édifice. La Palestine c'est très compliqué d'en parler. J'ai été en 2008. Vous savez, depuis des années, donc les médias traditionnels européens donc nous montrent une certaine vision. Il y a les médias orientaux qui montrent une autre vision. Et personnellement, étant à l'époque un journaliste indépendant, je voulais faire ma propre idée. Et je suis parti pendant, malheureusement, encore une fois, une attaque du gouvernement israélien sur Gaza. C'était en 2008. C'était... je ne sais pas si vous pouvez me rappeler en tout cas cette opération. C'était une opération, je ne me rappelle plus humanitaire, du nom. Vous aviez été avec un bateau, c'est ça? Nous avons été dans une flottille en compagnie avec Fouad Haïdar. Nous avons été ensemble. Et Fouad Haïdar, à l'époque, il était mon fil rouge. Donc je lui dis, écoute, moi je ne vais pas être dans l'image. Moi, je vais te suivre. Et tu témoigneras de ce que tu verras. Je t'assure, Kamel, il m'a fallu... À mon retour, il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre. On avait tous les deux besoin d'un psychiatre, même pas d'un psychologue, de ce que nous avions vu.
Ce que vous voyez à la télévision aujourd'hui, c'est, en parlant de pourcentage, ce n'est pas réellement la réalité. C'est pire. C'est beaucoup plus grave que cela. À mon avis, nous voyons peut-être 10% de ce qui est la réalité. Et je vous assure que si, là, ce sont les images, mais en 2008, j'étais sur place. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a empêché de dormir pendant 6 mois. Au moins 6 mois. Et d'ailleurs, je salue Fouad Haïdar qui suit le live en direct. Dès que tu as parlé de lui, il a rejoint le live. Le hasard fait bien les choses. Fouad Haïdar est un frère. Maintenant, la politique, vous savez, on fait de la politique et chacun l'a fait à sa manière. Mais je suis certain que nous œuvrons pour la même chose, pour le droit humain. Et peu importe de quel humain on parle, qu'il soit musulman ou qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, qu'il soit bouddhiste, qui n'est pas de religion, peu importe. C'est ça qui est essentiel. Chacun le fait à sa façon. Vous savez, faire une omelette, on peut la faire de 1000 façons différentes. Mais le but, c'est de faire cette omelette. Et donc, voilà, donc la Palestine, nous sommes tous palestiniens. Cette motion que nous avons tous... qu'on dit tous, à l'exception du maire qui s'est abstenu, cette motion qui a été, si vous voulez, rappelée symboliquement par la team Fouad Haïdar, en parlant de la team Fouad Haïdar, que nous avons, apporté un soutien. Un soutien, un amendement. On a apporté un plus. Il y a aussi Écolo qui ont aussi apporté un complément pour en faire quelque chose de beaucoup plus fort. Et nous allons beaucoup plus loin. Bien sûr, c'est hisser le drapeau. Ce n'est pas symbolique. Hisser un drapeau, ce n'est pas symbolique. Nous voulons aussi... C'est politique surtout. C'est beaucoup plus fort que cela. Nous voulons aussi peindre une pastèque sur la place communale. Nous voulons renouveler l'émotion que nous avons déposée il y a des années d'ici avec le PS Volut, la reconnaissance de la Palestine, l'arrêt immédiat ce n'est pas une guerre, de cette agression, de ce génocide. Nous le disons bien haut et fort que c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre. Une guerre, c'est contre une armée. Là, il n'y a pas d'armée. Il y a une agression. Il y a un génocide contre les enfants. On le voit. Moi, vous savez, si je commence vraiment à me rappeler ce que nous avons vu, Fouad et moi, en 2008, je vais me mettre franchement à pleurer. Je ne pleure... j'ai pleuré. Mais je ne pleure pas devant les gens, mais j'ai pleuré, mon âme pleure. Aujourd'hui, mon cœur pleure de sang, mais nous sommes impuissants devant ce qui se passe, et c'est pour ça que je ne comprends pas. Depuis le début de cette agression, oui, le 7 octobre était horrible pour les innocents, mais la riposte du gouvernement raciste israélien actuel n'est pas seulement démesurée, c'est un génocide, et c'est terrible. Et alors, juste pour l'anecdote, hein, Fouad Haïdar a participé à une émission avec toi, donc sur Zineke TV, et suite à ça, il y a toute une polémique qui est née, et c'est comme ça qu'il a quitté Vorat pour créer son propre parti, qui est devenu la team Fouad Haïdar. C'est une parenthèse que j'ouvre et je referme brièvement. Ce n'était pas une émission auquel il a participé. J'étais moi-même donc le rédacteur en chef de Zineke TV. Je l'ai invité, il a accepté, que je remercie, à mon émission, la mission de Zineke TV, où nous avons fait une émission de plus ou moins une trentaine de minutes où nous avons parlé de la Palestine et malheureusement des attaques, de la riposte totalement démesurée et génocidaire de l'État israélien actuel. Et alors, pour en finir avec notre rencontre à tous les deux et permettre justement à toutes les personnes qui nous suivent d'interagir avec nous, de pourquoi pas monter en live. Donc, si vous souhaitez poser une question à Hassan, n'hésitez pas à nous envoyer une invitation. Alors, on va prendre, maximum 2-3 personnes et 2-3 questions pour ne pas trop tarder sur Hassan non plus, parce qu'il est déjà à 10h30. On n'a pas vu le temps passer. Waouh. Donc, ce qui devait durer une vingtaine de minutes dure 1 heure. Alors, Hassan, ma dernière question pour toi, c'est... Est-ce que je peux me permettre... Je m'excuse, juste pour revenir vers l'émotion que nous avons, parce qu'au fait, très rapidement, j'aimerais tout de même... la chaise, excuse-moi, voilà. Merci. Donc, j'aimerais tout de même citer des motions que nous avons adoptées au niveau du Conseil communal passé, donc le 21 mai, et c'était vraiment très très important. Tu as cité bien sûr la Palestine, qui est vraiment le summum de ce que nous avons mis en place. Je remercie encore une fois
tous ceux qui ont co-signé, ça veut dire presque tous, à part malheureusement le MR qui s'est abstenu, mais pour cette motion, il y a eu à l'initiative la Team Fouaïda Haïdar pour des gestes quand même symboliques mais forts. Nous avons complété ensemble avec le PS Volet, avec le PTB, avec le MAMA et avec Écolo, Roun et les engagés. Nous avons tous adopté cette motion et c'est une grande victoire. Donc nous avons renouvelé en tout cas ce combat-là avec comme symbole fort, c'est reconnaître cet État et l'arrêt immédiat bien sûr de ce génocide horrible. Et puis il y a eu des motions très importantes comme des motions pour le droit de la femme. On croit, même ici en Europe, en Belgique, on croit que la femme elle a sa place à 100%, mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail et moi je vais pas rentrer dans les détails, mais rien que le harcèlement en rue, c'est déjà c'est déjà de piétiner la liberté de la femme. Je peux le dire, hein, j'ai 3 filles, d'accord, et voilà, elles sont déjà jeunes femmes. Elles viennent me raconter, depuis toute leur vie, elles viennent me raconter leur frustration de la rue. Je t'assure, elles viennent, je dis vraiment un appel aux jeunes, aux jeunes hommes. Je suis certain que la majorité respecte. Mais mes filles, donc la plus âgée, elle a 23, j'ai 20 ans et 15 ans, ça fait toute leur vie, elles viennent me raconter de Elend, donc vraiment la souffrance qu'elles vivent parfois en rue, dans le métro, etc. Et il faut que ça cesse. Si on gagne déjà ça, le fait que la femme, la jeune femme puisse être libre de se mouvoir et de se balader en rue, tout en portant ce qu'elle veut, ça c'est important, être essentiel. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé de ma vie et je continuerai à le faire. Je pousse tout le monde à aller voyager, il ne faut pas aller très loin, hein. Parfois même aller à Waterloo, c'est déjà un voyage et rencontrer d'autres personnes. Et j'ai été dernièrement, j'étais dans des pays qui sont d'institutions, de constitution musulmane, mais il y a une liberté extraordinaire. J'étais en Malaisie il n'y a pas longtemps, où il y a, dans la Constitution, c'est vraiment un État musulman, où il y a un respect total des religions, il y a une multitude de religions, et les gens vivent ensemble, chacun dans sa différence. Et la femme, voilà, et la femme, elle est libre de porter ce qu'elle veut, elle est respectée dans la rue, elle est respectée partout. La femme, elle porte le foulard, elle est prof d'université, elle porte une jupe, elle est prof d'université, ou elle est technicienne de surface, etc. Donc je dis, un message pour tous nos jeunes hommes, commençons par lutter pour qu'il y ait le droit de la femme en rue, elle a sa place partout dans le respect. Et puis il y a eu une motion aussi très très importante à Molenbeek, sur tout le territoire molenbeekois. Nous avons adopté une motion tolérance zéro pour le fascisme. Donc nous avons signé une motion antifasciste où tout le monde a signé cette pétition, donc le tout parti confondu. Et ça, c'est essentiel, c'est vraiment très important. Et donc, le racisme, le fascisme, ça vient répondre à ce qui s'est passé le 4 mai passé. Et ça, c'était vraiment essentiel. Et puis, probablement qu'on pourrait aussi le terminer, l'émission par ça après, si vous voulez, revenir un peu plus dans les détails. C'est une motion pour promouvoir et pour soutenir le projet de Molenbeek, capitale de culture européenne 2030. Ça, c'est vraiment essentiel, c'est important pour nous, pour que Molenbeek soit mis sur son vrai jour, le jour où Molenbeek, avec sa diversité, c'est une richesse. Effectivement, ouais, c'était la question que je voulais te poser. Donc, comment est-ce que tu vois Molenbeek dans les années à venir, et notamment avec ce projet Molenbeek 2030, qui est, co-managé ou co-chargé de mission par Fatima Zibou, qui est une dame très connue, une femme voilée d'ailleurs, qui intervient, qui est une intellectuelle, qui est une docteure. Donc, comment est-ce que tu vois Molenbeek en 2030, notamment avec ce projet Molenbeek 2030? Moi, je pense que, je te remercie de revenir sur ce point-là, je m'excuse de t'avoir coupé, je voulais rappeler quand même les actions vraiment très très importantes que nous avons, et les décisions que nous avons prises donc il y a 2 jours, et où je suis vraiment très, très content que finalement, on le voit que opposition et majorité ensemble, nous pouvons faire des choses, et nous avons quand même réussi pas mal de choses sur ce plan-là. Et par rapport
à Molenbeek, capitale européenne de culture 2030, c'est essentiel que tous les Molenbeekois et tous les amoureux de la diversité puissent porter et soutenir ce projet par le fait de partager tout ce qui se fait, de partager, je veux dire, justement cette information. Voilà, nous voulons que Molenbeek est un lauréat, donc il y a 3 concurrents, donc il y a Leuven, il y a Namur et il y a Molenbeek. Nous espérons que ce sera Molenbeek qui sera choisi. À nous, les Molenbeekois, de faire en sorte à ce que lorsqu'il y aura le jury qui viendra sur Molenbeek, qu'il soit, je dirais, bien, non seulement il sera bien accueilli, bien entendu, mais qu'il soit, je dirais, très agréablement surpris par cette force qui est la diversité molenbeekoise, et que Molenbeek soit la capitale de culture européenne est très très important pour nous à tout niveau, que ce soit au niveau culturel, au niveau de la diversité, au niveau économique, au niveau sur le court terme, le moyen terme, le long terme. C'est très très important que nous puissions être cette capitale pour attirer les touristes, attirer les investisseurs. Molenbeek est jeune, mais Molenbeek est également malheureusement aussi pauvre. Nous avons besoin de cette victoire et aussi surtout de rétablir l'image que nous traînons depuis trop longtemps, qui est totalement injuste. Cette image d'une Molenbeek qui est sale, d'une Molenbeek qui est intolérante, d'une Molenbeek qui est intégriste. Enfin, tous les mots tous les mauvais mots sont bons pour essayer de vouloir qualifier Molenbeek, et c'est totalement injuste. Alors effectivement, ben écoute, on a lancé l'invitation à toutes les personnes qui nous suivent de nous envoyer leurs commentaires ou tout simplement nous envoyer une invitation pour participer au live. On a eu quelques commentaires par ici et par là. Donc on a par exemple pour Molenbeek 2030, le retour en force de Jamali Kasban et Abdallah Achawi. Ça va faire mal. C'est quelqu'un qui connaît assez bien la politique molenbeekoise parce qu'il a échangé avec chacune des personnes qui a participé au live. Et alors Hassan, je tiens quand même à te remercier d'être venu. On devait te recevoir lors des élections passées. L'opportunité ne s'est pas présentée. Je suis content de t'avoir reçu, d'avoir pu parler en long et en large de Molenbeek. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire aux Molenbeekois en étant très bref? Moi, je dirais tout simplement, pas seulement, d'abord au conseil communal. Bien que je suis en dehors du conseil communal. Vous savez, pendant le conseil communal, moi je suis le président, je suis neutre. Et je le dois l'être également, et c'est ma fonction et c'est ma responsabilité. Et donc, je ne vais pas prendre la parole pour prendre une position politique, sauf lorsque vraiment c'est vraiment très c'est toujours important, mais où vraiment je sens que malheureusement je dois sortir de ma fonction de président, ou si je suis cité dans certains cas, et je dois le dire. Moi je dirais tout simplement à mes collègues, peu importe d'où que nous soyons, dans la majorité ou dans l'opposition, nous sommes élus pour le peuple, et faisons-le avec cœur au service du peuple. Voilà. Pour les Molenbeekois, sachez que Molenbeek est vous le savez, mais je tiens encore à le rappeler à vous et à moi-même, Molenbeek est une superbe commune, une très belle commune. Moi, je la vois comme un bouquet de fleurs. Je vois Molenbeek comme un panier de fruits, avec cette belle diversité. Il y a toutes les couleurs, et c'est extraordinaire. Alors, pour résumer, on va commencer par une note négative pour finir sur le positif. Malgré le haut taux de calcaire dans l'eau à Molenbeek, malgré les travaux dans nos rues et dans nos quartiers, malgré Good Move à Molenbeek, malgré les places de parking réduites, Hassan Rahali nous aura rassuré sur l'humanisme à Molenbeek et la présence d'hommes politiques de terrain et proches de leurs concitoyens. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé avec nous à ce live. À très bientôt avec de nouveaux invités et pour de nouvelles émissions, Inch'Allah. Et pourquoi pas un retour de Hassan pour nous parler de Molenbeek 2030 en long et en large. À très bientôt.